La petite communauté que j'ai montée est un égrégore existant. Au niveau énergétique, je pense qu'il est existant, quitte à passer pour un taré. Au niveau physique, il est existant. Au niveau de l'inconscient collectif, il a un inconscient collectif. Il y a un certain nombre de mots qui sont devenus des mêmes rituels. Mimolette, François Hollande, j'appelle Mimolette dans les épisodes depuis 3 ans. Quand les gens disent Mimolette, et je croise beaucoup de gens qui disent Mimolette et même qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est venu de là, je le sais. Ça s'est développé de là. Donc, La pensée magique qui s'infiltre dans la société. C'est comme l'esprit positif. c'est se battre avec le réel. Se battre avec. Les gars, le vlog il va être hyper chaud pour beaucoup. Donc on va commencer par là. Je vous conseille de vous accrocher et puis essayer de suivre un peu. Écoutez-la plusieurs fois si nécessaire. Il y a énormément d'informations très intéressantes qui viennent de passer. Continue et si même tu fais rien ce soir, moi je t'invite en live. Je sais pas, je ferai bien un live what the fuck. Et ben moi je suis parti pour le live ce soir. Moi je vais vous le mettre brut comme ça. Et puis pour le reste, je vous laisse aller voir des livres, lire Dungeon Quest éventuellement. Ouais. Et éventuellement se revoir à une autre occasion pour y aller plus doucement. Mais là je vais vous la mettre brut comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. On peut leur souhaiter bon courage. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était. Moi je suis absolument persuadé que. Mais si tu veux te mettre à la magie, voilà. Oublie Eliphas Lévy, oublie Stanislas de Gaeta, oublie Papus, oublie Phil Hine, oublie tout ça. Oublie pas pouce. Mais oui. Merci beaucoup. Voilà. Bon alors c'est parti pour le vlog avec Greg. C'était pas prévu, hein. Le vlog, bah à partir du moment où tu m'as contacté, je me suis dit que j'allais vlogger moi. Bah, écoute, en avant. Hein. Parce que il m'a contacté, je sais même pas pourquoi. Parce que tu aimes bien mon travail peut-être. Parce que j'aime bien ton travail et il y a eu, c'est par le biais d'un commentaire d'une vidéo qu'on est rentré en rapport, je crois, ouais. ou un truc comme ça. Ou, Cro-Blanc. Non, c'était pas, c'était pas celle de Cro-Blanc. Petit troll. Non mais moi j'ai, Je vais le refaire avec l'accent quand même. Bonjour Cro-Blanc. Hein. Non, parce que tu fais des imitations d'Africains quand tu parles de moi, non comment. Ah mais vraiment. Hein. Bon, on va enregistrer le clash. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cro-Blanc? Il a fait une vidéo sur Facebook pour me clasher parce qu'il n'aimait pas les propos que j'ai tenus dans une vidéo et il m'accusait d'être, je vais citer, un suceur de muses. Non pas les... Un quoi? Un suceur de muse? Ouais mais pas les muses sur un rocher. Il faut... Non. Du coup je l'ai pris pour un étudiant de l'Antiquité. Non, pas du tout. Non. C'était voilà, et parce qu'il avait un point de vue qui est le sien. Comment ça un suceur de muse? C'est quoi Un un mec muse? qui est très pro-musulman et qui les épargne dans ses... De musulmans. Voilà, parce que... Putain la vache. Le langage des nations. Et donc quoi, il avait fait une vidéo en disant Oui, en me traitant de complotiste. J'ai trouvé très drôle. Parce que T'es pas complotiste? ça dépend selon qui. C'est quoi le complotisme? Je sais pas, moi quand je vois tes vidéos, j'ai le sentiment, le pressentiment que tu es complotiste parce que tu fais beaucoup référence à des reportages sur les francs-maçons, sur les choses comme ça, les trucs un peu mystiques et tout. Non mais ça c'est mon public qui m'y amène parce qu'ils savent... Comment Ça, c'est le public qui m'y amène parce qu'ils savent que, je l'ai dit dans un live, le jour où j'ai perdu 700 abonnés en 20 minutes, c'était juste après les partages d'égalité et réconciliation, je me suis marré. J'ai été maçon pendant des années, donc c'est un milieu que je connais bien, je suis passionné. T'as été franc-maçon? Oui, je suis passionné par l'ésotérisme depuis, pareil, Attends, mais t'as quel âge? 33. Je croyais qu'on pouvait rentrer qu'à partir de 30 ans. Mais non, on peut rentrer à l'âge de... Justement, ça avait fait un bordel à l'époque, je suis rentré à 18 ans. Quoi? Oui, je suis rentré à 18 ans. Sauf que les statuts de la Grande Loge nationale française à l'époque prévoyaient qu'on pouvait rentrer à la majorité, 21 ans. Parce qu'au moment où ils ont été rédigés... Ils ont pas rechangé les statuts? Il y a eu un débat avec le grand maître de l'époque qui disait bah non, c'est la loi française qui prime, il peut être initié à 18. Et j'ai été initié à 18 ans. C'est pas possible. Mais quel est le... C'est quoi le degré de maturité ou de... Qu'est-ce que tu peux apporter en planche à 18 ans? À 18 ans, on pense qu'aux gonzesses et tout, je comprends pas le... Bah, je pensais pas qu'aux gonzesses, moi je pensais plutôt à tout ce qui était philosophie, Bible et spiritualité, religion et politique, donc c'était plus ou moins ma passion. Donc j'étais pas là pour parler de ça. Après, bah non, t'apportes quelque chose.
Moi, ça m'intéressait. J'avais une démarche intéressée par l'ésotérisme. Et à un moment, ça devient une entrée obligatoire. Parce que c'est quelque chose qui est très présent dans ce milieu-là. Et tu es obligé d'aller regarder ce qui se passe. Ouais, pour plus s'y connaître, pourquoi tu t'es pas contenté que de lire des livres de maçons? Parce que je l'ai fait, mais au bout d'un moment, tu regardais les initiations. Déjà parce que tout n'est pas accessible dans les livres. Et tu as envie de voir. Je sais pas si je te regarde toi l'objectif. Comme tu veux. À partir de quel âge tu as commencé à lire de la littérature ou de... Ésotérique, moi j'ai commencé, je faisais tourner l'étape, j'avais 10 ans. À peu près 11 ans. Ouais. C'était ma grande époque Alan Kardec, c'était après la mort de mon père. Je m'étais mis dans l'idée d'aller communiquer avec les morts. Ce qu'on appelle de la précocité dans le domaine, quand même. Peut-être, mais ça m'a intéressé, ça m'a passionné. Donc T'es après, parti parce qu'il se bourrait trop la gueule? j'ai parti parce qu'il se branlait beaucoup. Je suis parti parce qu'il se branlait beaucoup la nouille. Parce que le fin fond ésotérique du truc, à part faire fantasmer 3 conspis sur Satan et Lucifer, il n'y a rien, c'est vide. C'est des cours de cabale que tu peux trouver dans n'importe quel bouquin à la FNAC. Mais le bar est en or. Ah, C'est bah là-bas oui. que tu as appris à boire, en fait. Non, j'avais une petite descente déjà, mais c'est vide. C'est-à-dire, après, moi je Tu crache. étais dans une loge mixte ou... Non, j'ai une grande loge nationale française, c'est uniquement aux hommes et uniquement initiés, les hommes uniquement initiés. C'est-à-dire que c'est même pas comme le Grand Orient de France, à l'époque ils le faisaient pas. Tu as 3 types d'obédience, tu as celle où on initie et où on accueille tout le monde. Enfin, tu as 4 types, mais où les hommes et les femmes sont séparés. Tu as ceux où on initie tout le monde et les hommes et les femmes sont ensemble. Tu as ceux où on initie que les hommes, parce que c'est la tradition régulière. Et tu as celle où on initie les hommes, mais où on accepte les femmes des autres obédiences en visite. Ah oui, ça, je... Oui, Voilà, le Grand Orient par exemple. oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, alors, résultat, bon, d'accord. Et donc, résultat, tu as dit ça sur YouTube et tu as perdu tes abonnés. J'ai dit ça dans une interview de Meta TV. Et à cette époque-là, ouais, j'étais assez partagé par ER, des mecs comme ça. Et donc c'est vrai On que- peut t'éter dans la complosphère. Voilà, j'étais dans la... Mais c'est ce que beaucoup de médias disent. Inconsciemment ou tu étais à tes dépens? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que, toujours pareil, qui définit ce qu'est le complotisme ou pas, si tu veux. Donc, Complosphère, je veux dire... oui, d'accord. Non, mais il y a quand même esthétiquement les gens qui s'y intéressent, qui se posent des questions, qui mélangent... ouais. bah oui, mais le problème, c'est... La complosphère, on essaie de te créer ça comme un tout unifié qui n'est pas unifié. Encore une fois, je voudrais bien qu'on m'explique le rapport qu'il y a entre un mec qui pense que la planète est dirigée par les lézards, un mec qui pense que les extraterrestres vont arriver, un mec qui pense que les chambres à gaz n'ont pas existé, un mec qui pense que le monde est gouverné par les juifs, Bah, je un prends- type qui pense que le 11 septembre machin, un type qui pense Je prends l'exemple de ma mère qui est complotiste, ça fait des années qu'elle croit aux extraterrestres, elle lit des livres là-dessus, des magazines, et elle, maintenant, elle est sur la Terre plate, elle pense que les nazis sont sur la Lune, que les francs-maçons dirigent... Non, elle emmerde personne, mais elle est dans la complosphère, intégralement, elle a accueilli l'intégralité. Mais être dans la complosphère. Pour elle, c'est très... Oui, mais Est-ce pour qu'elle elle, a c'est des très... contacts avec des gens influents de la complosphère. Est-ce qu'elle est relayée par ces médias de la complosphère? Non, mais par contre, elle mange à tous les râteliers de la complosphère, et pour elle, il y a une cohérence entre les personnes. Mais ce crâne Pour elle... c'est super. C'est bien, c'est sain. Le complotisme, c'est sain. Mais moi aussi, je pense, mais donc il y a bien un Ce sont complotisme. des gens qui disent vous ne me baiserez pas. Et donc à partir de là, ils peuvent tomber dans des délires, mais c'est de partir d'une démarche critique. Cette démarche critique peut partir dans tous les sens et être mauvaise à l'arrivée dans ses conclusions, ou enfin pas mauvaise, fausse. Mais de base, c'est une démarche critique. Le complotisme, c'est quoi? C'est le rêve, un peu. La résurgence des mythes. Oui, mais c'est aussi un constat. C'est-à-dire qu'on est dirigé par des mecs qui sont tous bac plus 15, qui ont tous fait Sciences Po, qui ont tous fait l'ENA, qui sont des mecs censés être ultra compétents, ultra bons, et qui prennent, au niveau de l'intérêt de la nation, de l'intérêt du peuple ou autre, des décisions qu'un enfant de 5 ans ne prendrait pas. Donc à partir de là, tu peux te dire deux théories, soit ce sont tous des débiles, soit non, en fait, ce ne sont pas des débiles, ce sont des mecs qui travaillent bien, c'est ce qu'Étienne Chouard dit, Oui, c'est ça, mais c'est ça. pour certaines personnes. Et ça, c'est le complotisme. Dans le média officiel, Toi, c'est t'as tout. quoi comme... Ouais, les deux. Je pense qu'il y a des vrais débiles, Bah voilà, c'est ça et je pense qu'il y a des vrais traîtres. Bon, alors comment on appelle les complotistes qui disent, après tout, l'un ou l'autre, ça arrive au même résultat? Bah, Qu'ils aient 5 ans dans la tête ou que tout soit programmé, après tout, on s'en bat les couilles, on en arrive aux mêmes conclusions. bah, on en arrive aux mêmes conclusions. Oui, c'est un constat qu'on est dans la merde, mais Comment on appelle ça, les gens qui pensent comme ça? des complotistes, ouais, c'est des complotistes.
C'est-à-dire qu'on va toujours te dire, ceux qui simplifient l'analyse de la réalité sociopolitique sont des gens qui n'ont pas... Mais non, on ne peut pas dire que c'est la faute de machin parce que le monde est très complexe, etc. Et quand tu demandes à ces journalistes de t'expliquer qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui est multipolaire, ils sont incapables de le dire. Ils sont incapables de le dire. Surtout qu'en plus, ils défendent en plus à l'intérieur une vision qui n'est pas multipolaire. C'est-à-dire que les mecs sont les premiers à te dire Poutine est un méchant, Trump est un méchant, Hillary Clinton c'est le bien, machin est le bien. Donc en fait, il y a les gentils et les méchants. Ils te font une propagande hallucinante là-dessus. Mais dès que toi tu vas rentrer dans un débat avec eux, ils vont te dire systématiquement mais non, mais c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants. Tu viens de dire l'inverse il y a 2 minutes. Alors moi, résultat, dans tout ce que tu viens de me dire, ce qui m'a titillé, c'est tu me dis que donc, en gros, tu pourrais te définir comme complotiste, ou en tout cas, ça ne te dérange pas de foutre le pied là-dedans. Complotiste, peut-être que... Mais je le suis complotiste. Oui, ça t'intéresse. Mais justement, parce qu'à la base, tout au début, je voulais parler de jeux de rôle. Et je sais pas si tu connais la bande dessinée Dungeon Quest. Non. Putain, c'est une BD d'un mec d'Afrique du Sud. En fait, dans Dungeon Quest, c'est un mec qui est passionné de jeux de rôle. C'est l'histoire d'un mec qui décide du jour au lendemain de faire une aventure. Et en fait, il voyage. Ils font un jeu. Ouais, ouais, il vit. Et, non, aujourd'hui. Et il vit un jeu de rôle. Et au passage, il parle des francs-maçons, de la naissance du monde, de l'après-déluge, etc. Et quand j'ai lu cette BD, je me suis rendu compte à quel point mon complotisme était un complotisme de jeu de rôle. Un complotisme d'imagination. Je me demande, quand tu parles, est-ce que tu serais pas atteint du même mot? En fait, c'est un jeu de rôle appliqué à la société. Je crois à ça. Je pense que la vie est un jeu et qu'elle est faite pour rire. Et on nous vend une réalité tellement triste que je ne vois pas de quel droit je ne m'autoriserai pas à avoir un monde imaginaire, conscient, qui est plus intéressant, plus riche que le monde dans lequel qu'on nous vend. Un monde où tout s'explique. Oui, qu'un monde qu'on nous vend depuis les années 80. Moi, je me suis tapé tous les manuels scolaires où on m'expliquait depuis que j'étais gosse qu'on était sorti de l'histoire, que c'est fini, il n'y avait plus de méchants russes, et que maintenant c'était la place du progrès, c'était la place du débat, du vivre ensemble, une société qui s'est arrêtée, qui ne débat plus, qui n'a plus de violence, alors qu'elle a une violence inouïe, mais une violence qu'on n'a jamais atteint. Il n'y a jamais eu autant d'ateliers constituants, il n'y a jamais eu autant de gens révoltés, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont exprimé leur colère, parce qu'il n'y a jamais eu autant de technologies le permettant aussi, tu vois. Mais hop, en dépit de ça, moi je dis, ouais, c'est simple. Et on a le droit à un moment de se créer des univers. Moi j'ai envie d'avoir 14 ans. Et en plus, vu que c'est mon métier et que j'ai envie sur scène... Selon toi, il n'y a pas des risques, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a des risques aussi à force d'imaginer le réel. Et dans faire des conclusions politiques, on pourrait tomber dans des travers, soit disant. Ah oui, mais on le voit tous les jours, je suis tout à fait d'accord avec eux. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Quand on se tape des heures de... Mais sauf que moi, on parle pas des mêmes personnes. Moi, je pense que quand on se tape 2 heures d'affilée de BFM Télévision, qui ne décrit pas la réalité, qui décrit un message de propagande publicitaire qui est directement voulu par ceux qui financent ces mêmes médias. Les médias, il faut voir aux opposés, sont plus par 5. Fonctionne comme un jeu de rôle en fait. Mais oui. Justement, bon, attends, parce que t'es pratiquant du jeu de rôle depuis quel âge? Depuis l'âge de 10-12 ans. Donc, toi, tu as vraiment étudié les mécaniques de jeu de rôle? Oui et non, oui, je les ai étudiés, mais dans le sens où n'importe quel bouquin de jeu de rôle, de toute façon, que tu vas ouvrir quand tu veux être maître du jeu, le premier chapitre est toujours le même, il s'appelle Qu'est-ce que le jeu de rôle? Et à chaque fois, on essaie de t'expliquer ce que c'est et comment y jouer. T'as eu cette sensation de comprendre le monde et le monde politique à travers ça? Non. Moi, oui. Ah ouais? J'ai eu l'impression que dans les règles de jeu de rôle, le fait de reconstituer un univers intégralement, de repenser la politique, etc., c'était très proche de ce qu'on pourrait appeler un atelier constituant en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on recrée l'univers, on repense les réactions des gens, on constate que si on définit pas bien les règles, les gens en profitent pour tuer des PNJ, violer les autres joueurs, etc. C'est une organisation sociale petite, à l'échelle de 5 ou 6 personnes. J'ai lu un PDF même de catholiques extrémistes qui étaient pro-jeu de rôle avant, qui maintenant lutte contre le jeu de rôle en disant que c'est une manière de se prendre pour Dieu. Ils ont refait le truc de Famille de France, parce que ça, c'était dans les années 90. Ouais, mais ils l'ont refait, mais après avoir joué pendant des années au jeu de rôle.
Ah bah oui, bah, c'est toujours la conclusion. Famille de France avait cassé les couilles de la planète entière dans les années 90. Ils ont même réussi à faire interdire des jeux. Hein. Mais quelque part, ils ont raison, puisque regarde, quand tu es MJ, tu te prends pour Dieu, tu reconstitues l'univers, tu refabriques le système de la gravité, par exemple, c'est toi qui définis le système de la gravité dans ton jeu. Oui. Et c'est toi qui décides si on peut voler ou pas. Mais sauf que toi, tu sais que l'univers est fictif. Mais d'accord. Mais, résultat, ça t'emmène à étudier toute la cabale, les théories ésotériques, c'est drôle comme... Non mais c'est drôle comme beaucoup de MJ s'intéressent à la cabale, à l'ésotérisme. Tu as jamais remarqué ça? Si, mais parce que beaucoup d'univers de jeux de rôle ont lieu au surnaturel, et certains jeux de rôle contemporains particulièrement, je pense à Cult, je pense à Nephilim, je pense à l'Appel de Cthulhu, je pense à qui est contemporain, enfin il y a plein de périodes sur l'Appel de Cthulhu, font appel à des références ésotériques, et que plus tu veux être un bon MJ, plus tu veux que son univers soit réaliste, et donc plus tu vas aller chercher des sources externes. Totalement. Voilà. Moi c'est ça qui me fascine dans le jeu de rôle. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est pour ça que là, je profite de toi parce que c'est passionnant. Pas de parler des lézards, c'est bien. Quelque part, on en parle un peu. Oui, on en parle. Dans le jeu de rôle, quand j'ai découvert le jeu de rôle, je me suis rendu compte, ça m'a ouvert une curiosité, mais maladive. J'étais non lecteur, j'ai lu mon premier livre à 19 ans, en même temps que le jeu de rôle. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour créer un univers, il fallait une culture énorme. Oui, tu te prends pour Dieu. Et j'ai trouvé dans l'ésotérisme la capacité à créer un univers cohérent, à redéfinir l'intégralité des règles, à me reposer les questions, toutes les questions possibles, sociales, économiques, psychologiques, sur le monde, quand je regardais le monde, et comment capturer le monde pour le mettre dans le jeu, pour en faire des règles. Moi, c'est la sensation que j'ai eue, j'ai l'impression en t'entendant que tu partages ça. De toute façon, chaque fois que je rencontre un rôliste, je retrouve ça. Mais dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi est-ce que les catholiques ou les musulmans ou je ne sais quoi s'inquiètent du jeu de rôle. Pour une raison simple, c'est que c'est un système de croyance. Et que c'est un système qui a des points communs avec la religion. C'est-à-dire que c'est un système qui repose sur un imaginaire, parce que toutes les religions ont leurs énormes parts d'imaginaire. Moi, je suis profondément chrétien et je suis un passionné des textes religieux, mais ça crée un univers. Quand tu compares les plus anciens textes de la Genèse et que tu vois leur origine réelle, comme le cycle de Baal chez les Akkadiens, ou que tu vois les emprunts à la religion sumérienne, ou que tu vois l'Égypte et tout, c'était des époques de l'humanité où la distinction entre le royaume de l'imaginaire et le royaume du réel n'existait pas, elle n'avait pas existé. Donc on retombe un peu dans ce mythe de la croyance. On retombe un peu dans une sorte de rapport à quelque chose qui n'est pas le rapport du monde matériel mais qui est un rapport à l'imaginaire et qui en plus te fait, comme tu le disais, prendre conscience de certaines choses parfois sur toi. Donc c'est une démarche religieuse quelque part, enfin c'est une démarche qui emprunte des choses à la religion. Et donc il faudra vraiment que tu lises Dungeon Quest, la BD, parce que c'est effrayant à quel point j'ai l'impression que c'est toi qui l'as écrite, quoi. Il lance la même chose, les Sumériens et tout, c'est fou. Les rôlistes, on est tous connectés en fait. Mais oui, mais parce que ce sont des périodes de... J'ai jamais lu quasiment les livres de jeux de rôle. Hein. J'en ai très peu. Mais le jeu de rôle est allé puiser dans la culture populaire et dans pas mal de choses pour se construire et pour proposer des univers cohérents. Et puis il y en a certains qui... Moi j'ai joué à Vampire la Mascarade pendant 15 ans. Le fond, le background du jeu part dans les apocryphes bibliques, dans le livre de Nod, etc. Et qui est un faux livre qu'ils ont créé mais qui se mélange avec des vrais textes. C'est toujours la question, il y en a qui trouvent ça malsain chez les rôlistes, il y en a qui trouvent ça sain. Moi je fais partie des gens qui sont assez joueurs et je pense que plus tu casses la frontière entre le réel et l'imaginaire, plus ça m'intéresse. Mais moi je choisis mes joueurs. Je vais pas demander à un déséquilibré ou à un mec qui a des problèmes d'aller partir sur un culte hyper réaliste, un jeu de rôle par exemple comme Cult, hyper branché sur l'ésotérisme, etc., dans lequel le mec va éprouver des sensations ou des conclusions qui vont le déranger. Est-ce que pour toi c'est une forme de transe et de méditation le jeu de rôle? Parce que pour moi oui. De transe, ça peut, des fois il peut y avoir une émulation collective de fou. Et le deuxième mot que tu as employé c'était ? Méditation. Moi j'ai été introduit à la méditation avant d'être capable de méditer seul. J'ai joué beaucoup de jeux de rôle et c'est ça qui m'a fait rentrer dans des états de conscience proches de l'auto-hypnose, tu vois. Ouais. T'as cette sensation ? Pas sur les jeux de rôle. Après j'ai vécu des moments où la frontière entre le réel et l'imaginaire était très ténue, mais il faut que ce soit volontaire dans l'écriture, mais il ne faut pas essayer que l'objectif de ta partie c'était de faire perdre des repères aux gens. Non mais ça d'accord, mais fatalement quand tu le fais, au bout d'un moment tu rentres dans un état de transe de ouf, surtout que les jeux de rôle ça peut durer jusqu'à 6 à 7 heures. Tu rentres dans un état
que les ésotéristes appellent l'assomption de forme. C'est-à-dire que l'assomption de forme, c'est-à-dire L'assomption de forme. c'est tu prends une forme archétypale. Ton personnage est un archétype. Quand tu joues le même personnage depuis 12 ans ou 15, il existe, il a sa vie, il a son passé, il a ses moments, il a ses amis, tout ça dans l'imaginaire. Il a une réelle vie à qui il arrive des hauts, à qui il arrive des bas. Et il a une personnalité, une vie, c'est un alter ego. Est-ce qu'on aborde ça en maçonnerie? La maçonnerie, il y avait des vidéos assez intéressantes faites sur Blaguis TV, qui est une chaîne des quelques maçons vraiment tu connais, où il faisait une analyse de la maçonnerie comme étant assez proche dans les mécanismes du jeu de rôle. C'est vrai? Et l'assomption, là, ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'on l'étudie chez les maçons en planche? Non. Non, maçonnerie, l'assomption de forme, c'est un concept qui est très crowlésien, donc Aleister Crowley. Donc c'est un concept Sataniste. Ouais, pour moi. Il dit sataniste. Est-ce qu'il se revendique sataniste? Il est sataniste selon les catholiques, et selon les musulmans sunnites, et selon les juifs orthodoxes. Je peux te poser une question spéciale. On m'a sorti récemment en message privé, on m'a dit Teddy, tu savais Crowley c'est un ouf machin. Je lui fais ouais bon franchement Crowley on me dit c'est un sataniste, moi j'ai un peu peur d'aborder le sujet. Et il me dit un truc, ça m'a retourné le cerveau, je veux t'entendre là-dessus. Le sacrifice des enfants, il me dit. Tu sais, il faut sacrifier des milliers d'enfants tous les jours, il dit Crowley. Et ben ça voudrait dire retenir son éjaculation. C'est-à-dire en fait ne pas envoyer les milliers d'enfants potentiels. C'est une des interprétations. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'ai sorti ça à un catholique qui m'a dit oui ça c'est ce derrière quoi les satanistes se cachent. Crowley, alors déjà, est-ce que Crowley a appelé au sacrifice rituel d'enfants? Jamais. Dans ce passage-là, si. Oui, non, mais c'est une tirade symbolique. Mais il va très loin dans le symbolisme et dans la violence. Ce qui est évident, et je crois sincèrement à ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde les textes proto-bibliques acadiens notamment, c'est que la lutte de l'humanité se passe entre autres au niveau génétique et est une lutte pour le ventre. Les hommes se battent pour la reproduction. C'est pour ça que dans toutes les tribus, entre guillemets, primitives, quand il y a une attaque d'une ville, d'une tribu voisine, on tue les hommes et on tue les enfants. L'Ancien Testament est très violent d'ailleurs dans le Lévitique sur le fait qu'il faut éclater le crâne des enfants sur le sol, etc. Pourquoi? Parce que c'est faire en sorte que la femme, la femelle, se coupe complètement de son cycle biologique de l'allaitement et redevienne un ventre disponible. Et c'est pour ça que le divin, c'est-à-dire imposer, dans tout ce qu'il y a de plus violent parfois, la supériorité de ton Dieu, du Dieu d'Israël, du Dieu de machin, impose que ce remplacement idéologique soit aussi un remplacement physique et génétique. C'est ce qu'on voit chez les plus tarés en Israël qui sont complètement dans ce délire-là. C'est-à-dire que c'est une bataille pour les ventres et c'est une bataille pour les gènes. On le voit, alors les anti-évolutionnistes ne sont pas du tout d'accord là-dessus, mais dans les tribus de chimpanzés, systématiquement, où que tu as des femelles qui veulent devenir la femelle la plus porteuse de la tribu, qui vont tuer les enfants des autres, etc. Donc c'est une bataille perpétuelle pour le ventre et c'est une bataille perpétuelle pour ça. Quand Crowley dit qu'il faut tuer des milliers d'enfants, c'est qu'il faut empêcher, bien sûr par la retenue de l'éjaculation, de former des débiles. C'est-à-dire de former, alors des débiles dans la conception paradigmatique contemporaine, mais c'est-à-dire des gens qui sont des ennemis du système de croyance que tu as estimé comme bon et comme universel. C'est tout. C'est la grande beauté du judaïsme et sa grande perversion aussi, c'est que c'est une des premières religions qui a eu une vision universelle de l'humanité, c'est-à-dire Israël, ton Dieu, est le seul et unique Dieu, c'est-à-dire que c'est le Dieu de l'humanité, mais le problème c'est que c'est aussi le Dieu d'Israël, donc il y a derrière un nationalisme et un tribalisme très violent, y compris qui va nécessiter que la tribu adverse ne puisse plus exister physiquement, qu'elle soit remplacée. Et pour comprendre ces mécanismes, le jeu de rôle t'a pas aidé? Non, il n'y a pas eu de lien particulier. Putain, moi je suis persuadé que si. Je suis persuadé que ça a eu un lien beaucoup plus fort que ce que tu crois toi-même en fait. Peut-être parce que C'est quand j'entends ça, ces mécanismes de pensée là, c'est... Plus j'ai étudié les deux domaines et que j'ai trouvé dans l'étude des textes et dans l'étude de la théologie et dans l'étude de la philosophie les réponses aux questions que je me posais et que je ne les ai pas mises dans le jeu de rôle. Mais après tu peux créer ton système de croyance. Crowley c'est sympa, Crowley ça a donné naissance à des mouvements beaucoup plus intéressants comme des mecs comme Austin Osman Speer
qui est l'auteur du livre du plaisir, qui est un génie de 20 ans, qui a écrit dans l'entre-deux-guerres à 20 ans un livre sur la conception du plaisir et surtout sur le rapport à la croyance, au paradigme et tout ça. Puis ça a donné après les mouvements de Chaos Magic, des chaoticiens des années 70, qui pensent qu'on peut complètement reprogrammer un système de croyance. On parlait d'autodisciple tout à l'heure. Tu fais un lien entre la magie et la programmation neurolinguistique? C'est la base de la magie. Ouais, on est d'accord. C'est la base. Putain, enfin un frère qui pense la même chose. Je veux dire, on est d'accord que la PNL vient de la magie, structure de la magie, non? Mais bien sûr. C'est bien comme ça que ça s'appelle. La magie, c'est quoi? C'est un domaine très vaste qui, en fonction de l'avancée des domaines scientifiques et des domaines technologiques, va réduire de plus en plus. Tu vas en Inde, tu as des villages entre guillemets primitifs où les mecs voient physiquement, ils te le disent, l'arrivée de la modernité, l'arrivée de McDonald's, l'arrivée de l'industrialisation comme un ennemi qui tue dans l'astral, l'irréel et dans le concret aussi toute la spiritualité. On l'a vu quand les Occidentaux sont arrivés. Comment on pourrait définir les mecs avaient toute une culture des récoltes basée sur le respect des cycles et des saisons. Les Occidentaux sont arrivés, on dit bon, vos croyances primitives à la con, si vous voulez faire pousser des tomates en décembre, lâche-toi, hein, on y va. Les mecs en 6 mois avaient une agriculture morte, les 3 quarts des champs étaient vides. Il y a un rythme, il y a un espace-temps. Un espace-temple sacré, réel. Je comprends ce que tu dis, c'est la différence entre le sacré et le profane. Mais moi je le comprends, mais pour moi je suis sûr que ça a été trop vite. Comment on peut définir pour quelqu'un qui n'y connaît rien la magie? Point rationnel. La magie est la capacité d'imposer à la réalité ta propre volonté. Tu as lu Papousse, toi? Bah, Papus entre autres, oui, mais c'est la base de Crowley. Hein. Fais ce que tu veux sera le tout de la loi, l'amour est la loi, l'amour sous la volonté. Son successeur, surtout son successeur aussi Phil Hine, principe de base de la Chaos Magic, rien n'est vrai, tout est permis. Faut pas y voir un truc moral va violer des gosses. Hein. On peut être magicien et chrétien ou musulman? Mais bien sûr. Dans quelle branche? Plus dur. Aujourd'hui, chrétien, oui, juif, certainement. La Kabbale étant très forte dans la tradition juive. Mais la magie, ce n'est que l'art de dire au réel. Pour moi, quand je fais une vidéo sur YouTube, c'est un acte magique. On est d'accord. Tout à fait. Moi aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que le réel me dit quoi? Le réel me dit, va bosser, ferme ta gueule, consomme. Donc la magie, c'est pas faire léviter les chaises, hein? Non, mais ça peut. Mais ça l'a jamais été. Non, ça l'a jamais été. Si, ça l'est. Définit la magie comme étant. Par exemple, la description des miracles dans les premiers textes bibliques de Valentin, par exemple, le grand gnostique, etc., où on te dit qu'il lévite, on te dit qu'il fait des apparitions et des miracles. Plus il y a des explications rationnelles à des phénomènes, plus la part de la magie réduit. Donc effectivement, par exemple, un mec qui maniait extrêmement bien la sphère ou le monde des esprits au Moyen-Âge, aujourd'hui est un mec qui fait de la PNL. Donc cette partie-là de la magie a quitté le domaine de la magie parce qu'elle est une explication rationnelle. Mais un magicien s'en moque. Un magicien chez Crowley s'en moque. Tant que je peux produire quelque chose qui apparaît en contradiction avec la réalité, je suis un magicien. Et que moi, la réalité m'a dit, travaille, ferme ta gueule, fais ça. Et que moi, j'ai exprimé dans l'astral, dans l'irréel, le désir. C'est le désir à la base de dire non. Je serai youtubeur, je porterai une parole, je serai suivi par des milliers de gens. Je vivrai de ça et je me déconnecterai, je ne me lèverai pas le matin pour aller travailler. Même si factuellement, je bosse plus qu'un mec qui va à l'usine. Je ne veux pas de ces règles-là, ça ne m'intéresse pas. Et on te dit, oui, mais c'est impossible, tu rêves, tu seras jamais, il y en a 1 pour 100 000 qui est choisi. Non, parce que quand tu regardes la réalité telle qu'elle est, et comme le dit Krishnamurti, sans y mettre tes frustrations, tes impossibilités naturelles que tu te crées. Les croyances autolimitantes en PNL. Voilà, il est évident que si tu es paraplégique, tu vas pas devenir champion du monde de 100 mètres haies. On est d'accord avec ça. Mais quand tu vois ce que tu t'autorises toi comme possible dans le réel et la réalité de ce que tu peux faire, la différence est monstrueuse. Et que... Après, dans ce que tu viens de dire, la magie, ce serait simplement du développement personnel là-dedans. Hein. Non, ou de l'influence de la réalité.
réussir à créer ce qu'on appelle un paradigme, un égrégore, un archétype, comme dit Jung. La petite communauté que j'ai montée est un égrégore existant. Au niveau énergétique, je pense qu'il est existant, quitte à passer pour un taré. Au niveau physique, il est existant. Au niveau de l'inconscient collectif, il a un inconscient collectif. Il y a un certain nombre de mots qui sont devenus des mêmes rituels. Mimolette, François Hollande, je l'appelle Mimolette dans les épisodes depuis 3 ans. Quand les gens disent Mimolette, et je croise beaucoup de gens qui disent Mimolette et même qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est venu de là, je le sais. Ça s'est développé de là. Donc, La pensée magique qui s'infiltre dans la société. C'est comme l'esprit positif. c'est se battre avec le réel. Se battre avec. Les gars, le vlog il va être hyper chaud pour beaucoup. Donc on va commencer par là. Je vous conseille de vous accrocher et puis essayer de suivre un peu. Écoutez-la plusieurs fois si nécessaire. Il y a énormément d'informations très intéressantes qui viennent de passer. Continue et si même tu fais rien ce soir, moi je t'invite en live. Je ferai bien un live what the fuck. Et ben moi je suis parti pour le live ce soir. Moi je vais vous le mettre brut comme ça. Et puis pour le reste, je vous laisse aller voir des livres, lire Dungeon Quest éventuellement. Ouais. Et éventuellement se revoir à une autre occasion pour y aller plus doucement. Mais là je vais vous la mettre brute comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. On peut leur souhaiter bon courage. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était. Moi je suis absolument persuadé que. Mais si tu veux te mettre à la magie, voilà. Oublie Eliphas Lévy, oublie Stanislas de Gaeta, oublie Papus, oublie Phil Hine, oublie tout ça. Oublie pas pouce. Mais oui, tu lis, il y a 10 concepts majeurs de philosophie qui permettent à n'importe quelle personne de s'initier, de comprendre ce qu'est la magie, c'est-à-dire 10 concepts de philosophie majeure. La magie, c'est quoi? C'est d'imposer à un monde incompréhensible une grille de lecture cohérente et que, ça c'est pour les chaoticiens, tu peux changer quand tu as envie. Tu as 10 concepts fondamentaux, tu as la mauvaise foi de René Girard, tu as le désir mimétique de René Girard, le narcissisme des petites différences de Nietzsche, c'est crucial. Le narcissisme des petites différences, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de dire qu'on va systématiquement s'attaquer aux petites différences entre les gens au lieu de se baser sur le grand truc. C'est le mythe Ou les petits points d'accord. On pourrait aussi passer notre temps à chercher les petits points d'accord. Ouais, mais c'est toujours t'es de droite, moi aussi. Ah bah moi non, par contre moi je suis un vrai de droite, pas comme les faux. Ah ok, on enlève la moitié. Dis donc, t'es pas content, hein? Moi je suis un mec de droite, mais qui pense que, parce que c'est les vrais. Et puis au final, après, oui, mais qui suis contre ça. Et puis finalement, tu te retrouves à faire les divisions, à te retrouver à deux dans un troquet. Et puis, ah ouais, mais par contre, toi tu fais partie de la rue des Impairs, parce que moi je fais. Non, eux c'est des faux, c'est des connards, voilà. Et tu te retrouves avec ça. Le narcissisme, le kitsch de Kundera. Quand t'as compris le kitsch de Kundera, tu ne peux plus te faire baiser par une publicité dans le métro. C'est impossible. C'est quoi le kitsch de Kundera? Ça Kitsch de m'intéresse. Kundera, la métaphore du caca, c'est-à-dire des toilettes ou du caca, ça dépend comment on le dit. C'est-à-dire de t'expliquer systématiquement ce qu'est le kitsch et comment quand tu vois une pub avec une meuf avec les nichons à l'air pour vendre un sac de machin ou un casque Zenzeer à la con ou un fouteux ou un machin, à quel point on ne vend pas le produit, on vend la personne. On ne vend plus du réel. Tu ne peux plus te faire avoir par ça. Quand tu as compris, Sartre est un très mauvais philosophe pour moi, et je suis désolé de le dire et je vais choquer beaucoup de gens, mais il a pondu un concept majeur de la philosophie, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Regarde une vidéo de Bernard-Henri Lévy, même pas parce que Bernard-Henri Lévy est dans le degré au-dessus, dans l'auto-tromperie. C'est-à-dire qu'il n'est plus... Le mec qui est de mauvaise foi sait dans son intérieur. C'est pour ça que Jésus dit celui qui blasphème contre le Père, on lui pardonnera, celui qui blasphème contre le Fils, on lui pardonnera, celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne sera ni pardonné sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire qu'il est perdu. L'Esprit Saint, c'est la capacité à être inspiré par le vrai et d'avoir un retour critique sur sa propre nature. Et ça, un Bernard-Henri Lévy est persuadé qu'il fait le bien. Il n'est pas quand il se regarde dans la glace en mode non mais je suis un enculé, je prends du pognon. Il pense réellement qu'il fait le bien, comme certaines personnes le pensent. Tu as le pluralisme politique qui est extrêmement important. Le bien contre le mal, il faut oublier. C'est pas le bien qui est l'ennemi du mal, c'est le bien, et je pense qu'on peut terminer éventuellement là-dessus, c'est le bien qui est l'ennemi du bien. Le bien qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi du bien. Le problème, c'est pas que notre société, c'est le bien contre le mal. Tous les religieux vont faire des délires eschatologiques. Le problème, c'est que c'est toujours leur bien contre le mal. Mais c'est pas le mal, c'est leur bien contre le bien. En fait, c'est dès qu'on définit le bien, forcément, fatalement, on est contre quelqu'un. Se réveille tous les matins en disant ce que je fais, c'est le bien. Et Manuel Valls, c'est un faux exemple. Oui, voilà, mais un Bernard Cazeneuve, non même pas, je sais pas, un homme politique, Myriam El Khomri, se réveille, ouais, ce que je fais, c'est le bien. Macron pense sincèrement, Fillon pense sincèrement qu'il fait le bien. Oui, ça on est parce d'accord. que pour lui, voilà. Donc ce sont des biens qui ne sont pas en accord et qui se rencontrent. Et c'est pour ça que les points d'accord sont qu'il y a finalement très peu d'enculés. C'est pour ça que je reste très positif.
il y a des vrais escrocs. Des types comme Manuel Valls, je les ai dans le pif. Je pense que Manuel Valls c'est un enculé, Sarkozy aussi, qui se lève tous les matins en disant comment je peux gratter du bénéfice. Il aime bien clasher les. Mais non, mais oui. Tu as pris l'habitude de leur parler face à face. Mais Manuel Valls c'est un type qui se réveille tous les matins en disant voilà comment je peux faire ma carrière, enculer les Français, gagner du pognon et je vous emmerde. Mais un type comme Martine Aubry, une nana comme Martine Aubry, excuse-moi j'ai du mal, mais comme disait Bernard Mabie, elle se maquille plus, elle se tag, donc c'est compliqué. Mais elle se lève le matin en disant oui, je vous en prie, on va finir. Elle se lève tous les matins en disant oui, parce que je pense que c'est le bien. Mon délire à la con là, qui est pourri depuis 30 ans, auquel plus personne ne croit. Voilà. Tous les mecs des années 80 qui ont monté SOS Racisme, ils pensaient que c'était le bien contre le bien. Tu as du recul face à ces choses-là? Bah j'espère le montrer dans les vidéos. En tout cas j'essaie d'avoir un recul permanent. En tout cas j'essaie de ne pas me laisser intoxiquer par ces choses-là. Parce que ce sont des gens toxiques, ce sont des concepts toxiques, une langue toxique, une conception du réel qui est toxique. Je ne veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi je suis dans ma caverne, avec le monde des idées et c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, on est allé voir le sage des cavernes. Bon, je sais pas, il y a d'autres gens qui... Le nain pas content des cavernes. Le nain pas content des cavernes. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir, mec. Ah ouais, moi aussi là. Là, j'ai pris ma claque ésotérique. On a fait combien sur l'interview là? On a fait 35 minutes. Bah voilà, putain. Mais toi, moi, je vais essayer de monter un peu pour les gens. Un peu vite fait. Les 3/4 des conneries à virer. Ouais. Écoutez, c'était lui qui vous a introduit un peu à des concepts complètement farfelus, mais allez voir un peu les livres dont il parle.